quand on a la chance de pouvoir être bien dans son boulot et de ne plus avoir la contrainte des enfants, c'est une opportunité. Moi, j'ai la ménopause et la cinquantaine, c'est une opportunité géniale Mmh. pour se retrouver soi d'abord, pour effectivement, comme tu dis, laisser tomber les masques. Et là, après 60 ans, c'est vrai qu'il y a plein de conventions qu'on en a rien à faire. Un homme qui a un traitement pour sa prostate, Ouais. qui lui coupe toute sécrétion de testostérone, tu peux mettre dans son plumard la plus belle pépée du monde, il n'aura pas envie, le mec. Mmh. Parce qu'il n'y a plus de testostérone du tout. Alors qu'une femme ménopausée au dernier degré, qui, par miracle, et ça arrive, rencontre l'homme de sa vie, elle a 65-70 ans, elle n'a pas de problème de libido à ce moment-là. Parce qu'elle a de la testostérone. Non, parce qu'elle vient enfin de rencontrer l'amour. Une femme qui a eu un cancer du sein qui était sous traitement hormonal, la première chose qu'on va lui dire, c'est arrêtez votre traitement hormonal. Elle ne peut que déduire de là, c'est à cause de mon traitement hormonal que j'ai eu mon cancer. Or, c'est médicalement absolument faux. Bienvenue sur ce nouvel épisode de la chaîne YouTube Happy Hormones, une chaîne où on va déconstruire tous les tabous autour du bien-être hormonal féminin et vous en saurez plus grâce à tous nos experts. Alors bonjour Odile, je suis ravie de te recevoir sur la chaîne Happy Hormones. Donc gynécologue obstétricienne, connue sous le nom de Madame Gynéco. Ça fait plaisir de parler à des femmes impliquées pour les femmes. Nous, ça nous tient très à cœur. Et tu as rédigé pas mal d'ouvrages de vulgarisation, dont le dernier qui est Ménopause, je traverse la tempête, que j'ai lu et que j'ai adoré parce que enfin un ouvrage qui fait du bien. On a presque envie d'être ménopausée. Enfin, je plaisante, mais parce que voilà, c'est une phase naturelle de la vie et tu l'exprimes de manière très positive, très optimiste. Et en plus, tu fais un lien avec les hommes et ce que traversent les hommes et qui est trop peu connu. On y reviendra. Et voilà, je voulais avoir un peu ton témoignage dans les grandes étapes. Si tu as un petit guide parce que tu as vécu ça au quotidien et tu l'as traversé avec beaucoup de femmes, sur comment tu donnerais des grands tips pour mieux traverser cette période et ce que ça représente pour toi. En tout cas, merci beaucoup, Caroline. Je suis vraiment très contente de venir partager. C'est vrai mon expérience de médecin, de gynécologue, et ça fait pas loin de 40 ans que je rencontre des femmes et que je les écoute. Et puis, elles m'ont beaucoup enseigné quand même, les femmes, hein. C'est vraiment elles qui m'ont dit, au fil des consultations, comment elles vont. Et déjà, chose tout à fait étonnante, les femmes sont les plus angoissées par la ménopause, c'est pas celles qui le sont ou qui ont déjà passé la fameuse transition ménopausique, c'est avant d'y arriver, donc on a peur de ce qu'on connaît pas. Et déjà, Ouais. pour moi, c'était hyper important, de pouvoir partager, le b.a.-ba de vraiment ce qui se passe au quotidien. Ça déjà, ça déstresse, ça Mmh. désangoisse et puis aussi quand même mon expérience, je dirais de femme de, allez, je vais le dire 66 ans aujourd'hui et comme je l'aime vraiment beaucoup le dire, moi je me définis comme une sexygénaire, mais optimiste. Oui, j'aime Normalement, beaucoup ça devrait donner le ton de notre petite, causerie de cet après-midi. j'aime beaucoup les expressions que tu utilises. On est à l'opposé parce que ménopause est un terme qui ne fait d'ailleurs pas du tout l'unanimité. Déjà, l'idée d'une pause, c'est pas super bien vécu. Une pause de quoi? Et quand on va parler de l'entrée dans la ménopause, ça peut être une période très bouleversante parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne s'y attendent pas et ça vient pas du jour au lendemain, mais ça peut être assez violent. Je sais que ce soit différent chez plusieurs femmes. Généralement, quand des femmes venaient te consulter pour la ménopause, c'était quoi? La périménopause, en tout cas toute cette période qu'il y a autour, tu vois, on n'arrive même pas à se mettre d'accord sur les termes. C'est fou entre la préménopause, la périménopause et tout. C'est à réinventer. Mais je suis sûre que tu nous trouveras une expression, bienvenue. Mais quel est le premier symptôme en général qui font que les femmes vont venir, consulter ou s'y intéresser? Parce qu'il y a beaucoup de choses silencieuses. Oui. Alors, je crois que c'est important déjà de bien distinguer la ménopause installée, donc au bout d'un Mmh. an, en règle. Donc là, on Mmh. a une certaine problématique qui est à la limite stable. Donc c'est beaucoup plus facile la ménopause Mmh. installée. Là, effectivement, comme tu le dis, où ça chahute le plus souvent, c'est la fameuse, alors moi je dis transition ménopausique. Comme ça, on met tout le monde d'accord, hein. Bah, C'est quand ouais. même un terme qui est utilisé par pas mal de confrères et de consoeurs qui travaillent sur la ménopause, parce que préménopause, périménopause, puis on se prend les pieds dans le tapis et je dis toujours la préménopause, ça commence à la puberté, hein. C'est toujours avant la ménopause, hein. Donc bon, donc cette période-là de fameuse transition ménopausique, elle est mal connue par les femmes et elle est parfois difficile à vivre. Pourquoi? Parce que c'est une période de grande instabilité avec des états qui vont être à l'opposé au point de vue hormonal. Quand on entre dans cette transition ménopausique et les femmes, en fait, elles viennent consulter, je dirais à partir de 45-46 ans, plus pour des troubles du cycle. C'est-à-dire que les règles vont se rapprocher, elles Mmh. vont être plus abondantes, plus longues et elles comprennent pas pourquoi. Elles ne le rattachent pas forcément au premier changement hormonal.
qui se fait, et qui va annoncer petit à petit la ménopause, qui est le manque de progestérone en deuxième partie de cycle. Mmh. C'est-à-dire que la balance, ça, on est quand même pas mal, dirigés par notre balance œstrogène-progestérone, mais on ne réduit pas les femmes aux hormones, hein, je le dis tout de suite, hein, il y a Mmh. plein d'autres choses autour. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est le symptôme visible. C'est pas la première fois que j'entends ça. En fait, ah bah tiens, mes cycles changent, ça arrive plus, c'est plus irrégulier. Sauf que pour en arriver là, la baisse de la progestérone, comme tu dis, qui baisse avant les œstrogènes, elle a déjà eu pas mal de répercussions à un moment Au sur départ. l'humeur. Effectivement, ce problème de progestérone, il va être visible, c'est-à-dire qu'on va pas faire de dosage hormonaux à proprement parler parce que ça n'apporte rien, parce qu'il faudrait doser des hormones tous les jours, ça a aucun Ouais. sens. Mais pour nous, la résultante de l'équilibre hormonal d'une femme, c'est ses cycles et ses règles. Et quand Mmh. elle arrive plus tôt, c'est qu'en fait la progestérone a arrêté d'être sécrétée trop tôt. Mmh. Mmh. Et l'utérus n'est pas préparé pour saigner comme il faut et ça va saigner trop. Et donc ça, c'est les premiers symptômes. Et donc les femmes, comme je disais, ne le rattachent pas forcément à la ménopause, mais bon, déjà, elles vont avoir plus de syndrome prémenstruel, donc elles vont être de manière Mmh. émotionnelle un peu moins bien. Mmh. Et surtout, à force de saigner trop longtemps et trop souvent, elles vont être anémiques. Elles vont manquer de globules rouges. Et là, elles vont être sur les rotules. Elles Mmh. vont être fatiguées. Ouais, c'est un cercle vicieux parce que la progestérone, moi, quand on voit les stats, notamment, c'est que ça contribue quand même au calme mental et tout ça, à beaucoup de choses. Et au sommeil aussi. Et en fait, quand tu vois les études sur le nombre de femmes qui sont diagnostiquées dépressives à ce moment-là, alors qu'elles n'ont pas relié forcément, l'humeur et l'irritabilité, c'est quand même un symptôme qui revient énormément quand on interroge les femmes. Et en fait, comme c'est pas quelque chose de palpable, moi je parle beaucoup du mental parce que Mhm. je pense que de le rassocier en disant: «Oui, j'ai besoin de faire plus attention à moi, d'une manière ou d'une autre, à cette phase, parce que je Oui. suis chahutée émotionnellement», bah, tu tombes plutôt vite dans la case de l'hystérie qui vieillit et qui est de plus en plus chiante et je trouve que c'est hyper important Tout à de fait. Alors, c'est vrai que la progestérone, elle a un effet, on va dire, plutôt relaxant, à tel point que quand on prend de la progestérone, si on la prend par voie orale, on a intérêt de la prendre avant le coucher, hein, parce que ça a un effet soporifique, hein. Ça aide à dormir, mais ça donne aussi un petit peu de vertige. Donc, c'est vrai que cette progestérone, elle est là un peu pour calmer, mais on peut raisonner aussi en équilibre œstroprogestatif. Parce que la résultante dans les cycles ou les règles, ou les tensions mammaires, par exemple, de l'état donc de transition ménopausique au ouais, début, c'est une hyperœstrogénie qui est relative, relative par manque de progestérone. mmh, Mais les symptômes, ils sont plutôt aussi de type hyperœstrogénique. Tension des seins, rétention d'eau et ainsi de suite. Mais ce qui est dur pour l'humeur, c'est les variations. mmh, C'est ces variations hormonales. Mmh. mmh, Donc, rajouter par exemple à cette période-là de la progestérone, qu'elle soit sous forme de phyto ou sous forme de progestérone bioidentique, hein, en deuxième partie de cycle, ça a un sens, ça a une logique. On manque de progestérone, on va en rajouter à ce moment-là. Ça, c'est en vraiment fait, ce que j'aime bien dans ton approche et ce que je trouve un peu dommage avec l'approche des femmes un peu systémique, c'est que finalement tu dis: «C'est une période, dès qu'on sent un inconfort, il va falloir un petit peu doser, réajuster», mais en fait, c'est quelque chose qui doit se faire vraiment dans une approche dans la durée. Parce que moi, le côté souvent des femmes bon, elles ont du mal à avoir rendez-vous chez le gynéco et on va leur donner un traitement ou quelque chose ou alors on attend qu'elles soient ménopausées, la plupart du temps. Maintenant, ça change un peu et après elles ont un traitement pour 3 ans. Et oui. est-ce que il y a pas une manière de faire un peu un entre-deux? Voilà, alors il faut trouver un entre-deux, tout simplement parce que ces périodes d'hyperœstrogénie relative, du jour au lendemain, elles peuvent se transformer en période d'hypoœstrogénie sévère. C'est-à-dire que quand on va se rapprocher de la ménopause, après avoir été chahuté, bombardé en fait d'œstrogènes et manqué de progestérone, on va se retrouver comme en ménopause. J'ai Mmh, plus de règles, j'ai des bouffées de chaleur. Et donc, si on continue le traitement qu'on a initié avant, ça n'a pas de sens puisque ouais. c'est vraiment diamétralement opposé. Donc, si on a la chance de pouvoir dialoguer avec un professionnel de santé pour ajuster au jour le jour, c'est formidable. Mais Mmh, si on est supplémenté en progestérone pour une certaine période et qu'à un moment on n'a plus mmh, de règles du tout, là, ce qu'on peut déjà faire toute seule, parce que dans cette période en hypoœstrogénie, quand elle est transitoire, nous, on ne peut pas encore donner de traitement hormonal, hein, parce que mmh, pour la règle, c'est traitement hormonal au bout d'un an sans règle. Mais mmh, là, il y a énormément de possibilités en médecine complémentaire. Que mmh. ce soit parce que le symptôme principal, il va être les bouffées de chaleur à ce moment-là. Ouais, Et ouais. là, vraiment, on a beaucoup de choses, que ce soit en phyto, que ce soit en Mmh, complémentaire, que ce mmh, soit en homéo, que ce soit en acupuncture. Et c'est souvent une bonne manière, je dirais, de se dire: «Bon, en allopathie, mon mmh. médecin n'a pas grand-chose à me proposer» et c'est une réalité. On est dans la difficulté à ce moment-là. Mais il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire.
Mmh. À Ah la ouais, fois pour son mode de vie et puis, entre autres dans les compléments alimentaires ou les médecines complémentaires, vraiment. et on parle de plus en plus de testostérone récemment et pour les femmes et pour les hommes. Je sais qu'aux États-Unis, il y a même des traitements en cours parce qu'il peut y avoir aussi des choses liées à la baisse de libido. Est-ce que dans le cadre de ce traitement hormonal, toi, tu as déjà été amenée à prescrire des testostérones? Qu'est-ce que tu en penses Oui, pour les alors femmes? l'usage de la testostérone, chez la femme, il est évident. Il avait une indication, en France, on avait un produit qui était un patch, mais Mmh mh. alors avec des restrictions qu'on ne pouvait donner qu'aux femmes auxquelles on avait enlevé l'utérus et les ovaires et que pendant 1 an. Va-t-en savoir pourquoi 1 an? Mais c'est vrai, ce patch-là, l'intérêt de la testostérone, bah, évidemment ça peut jouer sur l'humeur, donc ça va jouer sur la libido. La libido de la femme, elle est multifactorielle. Ça, Mmh. il faut vraiment le dire et le redire et la plus grande part de sa libido, elle est liée au contexte, OK. Mmh. Mais la seule hormone pour la, je dis bien libido, c'est la testostérone. Mmh. La testostérone, ça a été démontré que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Mmh. L'histoire des œstrogènes pour la libido, les œstrogènes, ils permettent essentiellement à la femme de fonctionner, c'est-à-dire ça va aider pour la lubrification et ainsi de suite. Donc les œstrogènes, vu que ça va donner un état de bien-être en général, ça peut être un cofacteur dans la libido, mais l'hormone de la libido, c'est la C'est le testo. Et chez l'homme, un homme qui a un traitement, bah, pour sa prostate, hein, ouais. qui lui coupe toute sécrétion de testostérone, tu peux mettre dans son plumard la plus belle pépée du monde, il aura pas envie le mec, Mmh. parce qu'il y a plus de testostérone du tout. Alors qu'une femme ménopausée au dernier degré, qui, par miracle et ça arrive, rencontre l'homme de sa vie, elle a 65-70 ans, elle a pas de problème de libido à ce moment-là. Parce qu'elle a de la testostérone. Non, parce qu'elle vient enfin de rencontrer l'amour et un mec qui est bien, avec qui elle a envie de faire l'amour. Mais la Il faut testostérone, on en sécrète toujours un peu, De même toute après. façon, on en sécrète, mais même si elle n'avait ni D'accord, oui. œstrogène, ni testostérone, ça fonctionne pas de la même manière. Allez. Et moi, j'ai vu des femmes et quand on me donne des belles théories hormonales sur la libido, moi je dis: «Je veux Oui, bien», non, mais mais ça, je suis bien j'ai d'accord. j'ai vu des centaines et vraiment des milliers de femmes depuis 40 ans et j'ai vu et je me souviendrai toujours, alors c'est peut-être un petit peu, ça paraît un peu salace, mais j'avais donc une dame en face de moi, plus de 70 ans, qui avait pas eu de rapport depuis longtemps et là, elle me racontait qu'elle venait de rencontrer quelqu'un et que ça se passait bien et tout ça et j'examine cette femme après, je peux dire qu'il y avait zéro sécheresse vaginale parce que juste de raconter ça, elle avait une lubrification alors que sur le papier, elle aurait pas dû, hein. Ah oui? Donc Mais ça et tu une petite expression que j'aimais bien, c'est quoi? C'est vagin qui s'use, vagin je sais plus ah c'est oui, quoi. oui, 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 le vagin, c'est l'inverse des piles Wonder. Il ne s'use que si on s'en sert pas. Il y avait Mais c'est clair. C'est clair et ça déculpabilise aussi les femmes parce que je veux dire même, seules, enfin, il faut entretenir une forme d'excitation et tout et comme tu dis, moi, il y a des exact sujets, comme la fertilité, c'est très flagrant. J'ai une amie qui travaille dans un centre de fertilité et qui accompagne à différents niveaux et donc elle va jusque de l'acupuncture, mais jusqu'à de l'accompagnement psychologique et tout. Et en fait, le fait de ressouder le couple, de travailler ça, c'est exactement comme la libido, c'est trop on ne peut pas croire que ce soit mécanique. On arrive à un il y a pas de exactement. pilule miracle, il y a pas d'hormone miracle. On peut accompagner, expliquer, sous-tendre. Par exemple, pour les ados, la puberté, bah, on le voit tous, hein, le Mmh. changement d'odeur, le changement d'humeur. Quand on explique, c'est plus doux parce qu'ils se disent: «Je suis pas fou, je suis pas folle, je suis pas seule». Voilà, ça, c'est les grands points, mais ça donne le contexte. Le Voilà. Alors reste si on veut ouais, tout à fait. Si on veut quelques aphorismes, hein, pour la libido, moins on mange, moins on a faim. C'est-à-dire que ouais. moins il y a de rapports, alors bon, je parle d'un couple qui se connaît et cetera, on parle pas Mmh. des particuliers. Moins il y a de rapports, plus la libido va s'émousser et en plus, bon, le vagin va effectivement s'atrophier et chez l'homme, les corps caverneux vont s'atrophier donc voilà, là, il y a quand même un problème de Mmh. fréquence, sans mettre une pression, mais c'est une réalité et Mmh mh. ce qu'on ne sait pas assez, c'est que chez la femme, l'appétit vient en mangeant. Mmh. C'est-à-dire que le désir est différé et Mmh. on fonctionne pas de la même manière et on Mmh. a souvent, je veux dire tendance et c'est bon ni pour l'homme ni pour la femme, de voir la sexualité de l'autre à l'aune de ce qu'on connaît de sa propre sexualité et on fonctionne pas pareil du tout, Mmh. hein. Donc la testostérone, en revanche, elle peut être quand même un petit plus. Mais les femmes en ménopause, elles sont dans un climat, toujours au point de vue relatif, plutôt de type testostéronique, parce que testostérone, œstrogène, c'est des ils sont Mmh mh. antinomiques, hein. Mmh. Comme il y a plus d'œstrogène, le climat global, il est plutôt testostéronique. Mmh. C'est-à-dire, j'en veux pour preuve les 3 poils au menton et puis, de passer de soprano à mezzo. On a la voix qui devient plus grave, hein. C'est vrai, Donc, waouh! on est plutôt dans ce Je savais contexte. pas pour la voix, tu vois?
Un Ah, la voix accent aussi devient un particulier. peu plus grave avec l'âge et D'accord, oui, tu sais, les chanteuses, elles passeront plutôt de soprano à mezzo. Oui, oui, drôle. donc c'est Encore une chose que j'apprends. voilà et Et ça, c'est des observations cliniques. mmh. Ça, Et c'est quand quand tu parles même très des poils, parce que ce truc des poils, c'est pas du tout systématique chez toutes les femmes. D'ailleurs, c'est marrant, la important. pilosité change. La pilosité change, mais de manière un peu paradoxale, c'est-à-dire que, la pilosité pubienne, les cheveux souvent ont Mmh. tendance à diminuer, mais la pilosité, là, on voudrait pas autour, du par exemple, en particulier au niveau du visage, quand même, Mmh. tu regardes les femmes à un certain âge, elles ont toutes la pilosité un petit peu augmentée à ce niveau-là. D'accord, le petit Donc duvet. Mmh. petit duvet quand même qui apparaît et puis, parfois un Mmh. petit poil un peu plus long, ça c'est quand même beaucoup plus fréquent avec l'âge. Alors, il y a probablement des histoires de sensibilité des récepteurs aux androgènes, hein. Parce qu'il faut pas toujours regarder que l'hormone, il faut regarder sur quoi ça agit, c'est-à-dire sur le récepteur. Ça fonctionne. Donc c'est quand même quelque chose de complexe et il faut pas les hormones, c'est Mmh. une manière d'expliquer une partie des choses. Alors, si on disait les petits, donc on a abordé l'intimité, donc allons dans le truc, quand on allait sur les symptômes. J'aimais bien parce que tu ramenais les hommes. On a souvent tendance à dire que les hommes, ça les concerne pas, et que la pauvre femme, elle est ménopausée avec son lot de symptômes, alors que l'homme, lui, il traverse ça et qu'il y a que 2 à 3 des hommes andropausés, ce qui serait l'équivalent de la ménopause, c'est-à-dire une baisse de testostérone suffisamment significative dans la fourchette médicale pour dire qu'il faut supplémenter. Or, la réalité est quand même assez différente. Tout à fait. La réalité alors chez l'homme, elle n'est pas seulement hormonale, elle est aussi vasculaire. Mmh. Il y a, l'érection, elle a un déterminisme légèrement psychique, il faut une excitation sexuelle, sinon ça marche pas. Mmh. Mmh. Hormonal évidemment et surtout vasculaire, parce qu'il faut que la verge soit remplie de sang et ça, quand les vaisseaux deviennent plus rigides et ben, l'érection elle est moins bonne et ça, avec l'âge, il y a de plus en plus d'hommes qui vont avoir de temps à autre une panne érectile et c'est vrai que pour l'homme, se rajoute à ce moment-là un facteur Mmh. psychogène puisque, je dirais l'insuffisance érectile psychogène, peur de pas y arriver, c'est Mmh. quelque chose de très fréquent. Donc il faut savoir en tenir compte et moi quand je veux parler de la sexualité de la femme ménopausée, donc du couple de plus de 50, 60 ans, il faut vraiment tenir compte des 2. Mmh. Du côté de la femme, si on manque d'œstrogène, elle, la lubrification, elle va mettre un peu plus de temps à se mettre, elle va en route, elle va être plus abondante. Donc, pour madame, ce serait pas mal que les préliminaires durent un peu plus longtemps. Mmh. Sauf que monsieur, comme il a quelques heures de vol, il ne tient plus au garde à vous aussi longtemps que quand il était jeune et Mmh. fringant. Lui, ça Mmh. l'arrange bien que ça aille un peu plus vite les préliminaires, Mmh. pour qu'il y ait pas de difficulté Ouais, et ouais, j'aime bien ton passage dessus, c'est drôle, mais voilà c'est vrai. et donc toujours les femmes peuvent expliquer à monsieur, et ça ils comprennent en général, qu'elles sont passées de l'essence au diesel. Il faut chauffer un peu plus longtemps. Voilà, ça en général ils comprennent très bien, il y a aucun problème et on peut le dire sur le mode de l'humour, en fait, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Mais d'un J'aime autre bien, côté c'est pas dans le ton de ton livre, c'est en fait, voilà ce qui se passe à la réalité et comment on s'adapte, quoi, tout simplement. c'est comme ça dans la vraie vie et d'un autre côté, on peut se donner un petit coup de pouce pour se permettre de raccourcir un peu les préliminaires et ben, si on utilise alors on dit plus lubrifiant parce que ça fait mécanique auto, hein, on dit gel intime. J'ai vu ça, je me dis: «Faut que je me mette au goût OK, du jour, je savais du pas, lubrifiant». Ouais, mais maintenant, en fait, on vend plus de lubrifiant, on vend des gels intimes. C'est c'est quand même ça, c'est bien ce que j'ai pu comprendre. Donc allez, on va dire un lubrifiant parce que ça correspond à ce qu'on dit. ouais. Quel est l'intérêt du lubrifiant? Il faut bien savoir que la lubrification au moment de l'excitation chez la femme, elle vient du fond du vagin et Ouais. pour arriver au niveau vulvaire, parce que c'est là qu'il faut vraiment que Mmh. ça met du temps. Or si on met un gel intime Mmh. à l'entrée du vagin, éventuellement sur la verge, en tout cas à l'entrée du vagin, les préliminaires vont être plus agréables, l'excitation va être Mmh. meilleure et une pénétration, si c'est nécessaire pour monsieur, s'il en a envie, ça va être un peu plus tôt. C'est vraiment sympathique, hein et on Mmh. peut expliquer Tout à les fait. choses simplement comme ça. Mmh. Et puis les hommes auraient intérêt aussi, bah, ce sera pas notre sujet, mais à au moins se conseiller ou parler de ça à leur gynéco ou leur urologue, pour la partie, on va dire, testostérone, parce que je pense que c'est sous-estimé. Aussi, Beaucoup. tout à fait. Alors là, il y a eu exactement comme pour les femmes où on a eu très peur du traitement hormonal, des œstrogènes qui vous donnaient le cancer et cetera. On a eu la même chose pour le cancer de la prostate et la testostérone et ça fait quand même pas très longtemps qu'on a C'est vraiment pu dire que la testostérone n'augmente pas le risque de cancer de la prostate mmh. chez l'homme. Mais on Donc a pour vraiment toi, cette ça serait évolution par préventif. Ça serait préventif, même dans les dernières études. oui, alors préventif, j'irai pas forcément jusque-là, mais en tout cas, il y a pas de c'est vrai que les hommes en insuffisance de testostérone ont un risque augmenté tout à fait de cancer de la prostate Oui, dans son et voilà, mais là aussi, c'est exactement et c'est important ça de le dire, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes,
On a du mal à comprendre la chose suivante. Une femme qui a eu un cancer du sein qui était sous traitement hormonal, la première chose qu'on va lui dire, c'est: «Arrêtez votre traitement hormonal». Surtout que les cancers du sein, la plupart sont dits hormonodépendants. Il veut simplement dire qu'il y a des récepteurs aux hormones sur les cellules. Ça ne veut pas dire que c'est à cause des hormones qui s'est développé. Mais une femme dans cette situation, on lui dit: «Vous avez un cancer hormonodépendant, arrêtez tout de suite votre traitement hormonal». Elle ne peut que déduire de là: «C'est à cause de mon traitement hormonal que j'ai eu mon cancer». Or, Mmh. c'est médicalement absolument faux. Et idem pour les hommes. C'est-à-dire qu'un homme qui a un cancer de la prostate, dans un certain nombre de cas, on va leur donner ce qu'on appelle des analogues de la NHRH pour qu'il n'ait plus de sécrétion de testostérone du tout. Mais là aussi, il n'y a pas une relation de cause à effet. Oui, en fait, on arrête parce que c'est un côté stimulant, mais quand le cancer est en place, mais ça n'a rien à voir avec le déclenchement, en fait. Ça n'a rien à voir avec le déclenchement, mais donner des anti-œstrogènes dans un cancer du sein ou des anti-testostérone dans un cancer de la prostate, c'est un traitement préventif et en point de récidive, parce que sur les cellules cancéreuses, quand elles sont là, il y a des récepteurs à la testostérone et Bien aux sûr. œstrogènes. Mmh. Mais c'est pas initiateur du tout. Et d'ailleurs, il y a des drames puisqu'il y a des femmes apparemment sous traitement immunosuppressif justement, qui vont avoir des problèmes, souvent intimes parce que ça impacte directement avec les chimiothérapies et ces femmes-là, elles peuvent aller regarder du traitement, en parallèle. En fait, tu parlais de gel intime, mais il y a aussi des Mmh. plantes qui vont aider pour la libido qui n'interfèrent pas avec Tout à ces fait, traitements. tout à Et fait. c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de femmes qui préfèrent parfois arrêter sans même dire à leur gynécologue. On a des témoignages comme ça et qui ont des Mmh. risques de récidive de cancer, tellement ça abîme leur vie intime, en Oui, fait. oui, tout à fait. Alors c'est dramatique, hein, je dirais. Une femme, qui se prend de plein fouet le Mmh, cancer du sein, qui touche quand même à son mmh, image mmh, corporelle et image sexuée, hein. Elle mmh, se prend une ménopause de plein fouet, souvent un petit peu avant l'heure parce mmh, que, elle a une chimiothérapie. Elle peut pas bénéficier de traitement, de la ménopause bien sûr, et elle va avoir un traitement anti-œstrogène très, très puissant. C'est une vraie catastrophe. ouais, ouais, Mais ouais. là, on peut les accompagner, en particulier en médecine complémentaire, et Mmh. il faut les accompagner. Alors justement, moi j'aime beaucoup aussi dans ton livre, tu dis la première chose déjà, à tous les niveaux, qu'on ait eu un cancer, en ménopause et tout, il faut retrouver son niveau d'énergie. Et tu parles de hygiène physique et hygiène «sociale» entre guillemets. Et ça, Mmh. j'aime beaucoup parce qu'en plus, je sais pas si tu as lu, les travaux des Cacciopi, notamment Stéphanie Cacciopi-Haute sur la solitude, le Mmh. rôle des relations sociales, de l'amour et tout enfin, il y a des choses très documentées, hein. On parle de Oui, neurobio bien sur sûr. la partie récupération, sur la partie et en fait, aujourd'hui, on a tendance à être beaucoup dans le mental, à vouloir tout mettre Mmh. en disant: «Voilà, si je mets la mécanique», tu en parlais pour la libido et que je coche toutes mes cases, ça va aller mieux. Mais non, il y a un équilibre et cette énergie qui nous drive, elle est pas du tout la même selon qu'on soit bien entouré ou pas. Est-ce que tu peux nous en dire plus, là-dessus? Oui, alors, c'est vrai que, notre état général, notre énergie, tient Mmh, à effectivement beaucoup de choses. Alors je cite très vite, je parlerai vraiment de ces histoires sociales et mmh, relationnelles aussi. Les 6 piliers du mode de vie, hein, c'est très américain, c'est Owen qui en parle. On en reparlera: l'alimentation, l'activité physique, la qualité du sommeil, la gestion du stress, l'absence de toxiques et les relations, mmh, sociales et affectives, hein. Donc vous isolez quelqu'un de toute relation sociale, il devient fou, il tombe malade, hein. mmh, Donc ça, on a vraiment, mais quand on a 50 ans ou plus, on commence à faire ses choix. On sait ce qu'on aime et mmh, ce qu'on n'aime pas. On sait les gens avec qui on a envie d'être et ceux avec qui on n'a pas envie d'être. Et mmh, là, on peut vraiment retrouver des choses, très sympas. Enfin, je vais te donner l'exemple, on s'est retrouvés pour nos 60 ans, on a retrouvé tous nos copains de collège. On était, 4 ans ensemble parce qu'on était des classes musicales horaires aménagées, donc c'était dans les années 70, hein, c'était les 1res années. Mais on était très atypiques puisqu'on était tous à la fois musiciens et puis on a fait nos 4 années de collège. Mais là, ça nous a redonné un bain de jouvence et on bah s'est oui. retrouvés comme des ados. Mmh, Et on retrouve, et ça, on le retrouve, cette énergie. C'est-à-dire, on a fait un jeu, c'était dans une association, ça s'appelle la Fraise du climat, et on était quelques carabins. mmh. Mais on était par binôme, mais en 3 secondes, on a retrouvé notre esprit Ah oui. facétieux, voilà. Donc c'est toujours Tu là, sais, c'est pas tu as dit cette belle phrase, la sagesse, c'est finalement, c'est pas de devenir plus sage, c'est de retrouver son âme d'enfant. Et exactement. dit mais je trouve ça très vrai et après à d'autres niveaux, on dit souvent que les âges où tu baisses les masques parce qu'on parle trop peu des bénéfices de prendre de l'âge, mais en fait, le jeune âge avant la puberté et souvent après 50 ans, c'est aussi un moment où on va
laisser tomber pour déjà dès 40 ans, on laisse tomber les masques sociaux et on est plus dans l'acceptation de qui on est et de comment on avance et c'est hyper important. Ah oui, mais c'est extraordinaire. Mmh. Enfin, moi vraiment, je veux dire là, bon 50 ans alors, c'est avec nos générations, on s'était déjà débarrassé de nos enfants à 50-52 ans, donc on est tranquille plus tôt. Alors on va dire à 60 ans pour les prochains, jusqu'à ce que vos enfants soient plus là. Ah moi Mais j'en on ai jusqu'à ouais, je pense, ah jusqu'à 60 ans. Nous, non, bah, mes filles étaient très sympas, elles sont toutes parties, elles sont carapatées à 18 ans. Nous, moi 50 ans, il y a plus personne à la maison, hein, que du bonheur. Donc mais là, c'est une vraie redécouverte quand on a la chance, je veux dire de pouvoir être, bien dans son boulot, bien ou Ouais. pas dans son couple, mais disons et de ne plus avoir la contrainte des enfants, hein, c'est Mmh. quand même pas mal. Mmh. Quand ils sont grands, c'est pas forcément tout n'est pas forcément réglé, mais c'est une opportunité. Moi, je dis la ménopause et la cinquantaine, c'est une opportunité géniale Mmh. pour se retrouver soi d'abord, mmh, pour effectivement, comme tu dis, laisser tomber les masques. Moi, je me rends compte, par exemple, en consultation, on nous a toujours dit: «Il faut toujours vous voyez les patientes et cetera, là, faire très attention». Mais quand moi, je vois des jeunes patientes que j'ai connues in utero dans le ventre de leur maman, je leur dis: «Oui» pendant, vous pendant, allez, les 30 premières secondes. Après ça, je dis: «Écoute, c'est pas désolée» et je m'en fous. C'est génial. Je m'en Sûr. fous. Ouais. Il paraît que c'est pas comme ça qu'il faut faire et je pose la question aux filles, elles trouvent ça tellement plus simple. De faire ce qu'on sent naturellement Mmh. et ça, c'est formidable et là, après 60 ans, c'est vrai qu'il y a plein de conventions qu'on en a rien à faire. Mmh Donc mh. quand on se D'ailleurs, découvre là, genre dans de la vingtaine, ça se dit beaucoup, de la vingtaine à la quarantaine, 35 ans, au moins on est oui, pris un peu dans un tunnel, il faut construire sa vie et après, bah, en fait, on fait quand plus ce qu'on veut de sa vie. et si on a la chance de pouvoir choisir, bon, c'est quand on me propose, voilà, comme on fait là, voilà, une petite vidéo ou un boulot ou une conférence, soit ça me botte et je fais, soit ça me botte pas, je dis: «Bah, non, ça m'intéresse pas». Je change Bah, je rien. te remercie d'autant plus. Oui, là, ça me botte beaucoup, là, il y a pas de problème. Non, mais c'est important parce que tu as un discours, qui rapporte beaucoup justement de fraîcheur et de déculpabilisation et c'est amusant parce que quand on a fait une grande enquête, on posait la question à plein de gynécos avant qu'on lance, Millet et en fait, on disait: «Mais est-ce qu'il y a un profil de femme qui, passe mieux la ménopause qu'une autre ou moins bien?» Et bah, le profil de femme qui vivait moins bien sa ménopause, sa transition ménopausique, c'était la femme qui était, un peu business girl, coupée un peu de ses intuitions, qui voulait pas vieillir, qui travaillait dans la beauté, que c'est moi je connais bien ce milieu-là, tu vois? Et très, girl boss. Et la femme qui passait mieux, c'était une femme qui a une communication très, par exemple sur les îles, c'est très fréquent dans les DOM-TOM, tu vois? Une gynéco en Guadeloupe, en Martinique, en fait. Le fait qu'elle communique, qu'elle et sa mère souvent dans le même foyer ou à côté, que «Bah oui, ma fille, moi aussi je suis passée par là, voilà ce que c'est». Au moment à un âge où il y a plus de transition, mère-fille et plus de communication là-dessus, passait beaucoup mieux ses symptômes parce qu'en fait, c'était intégré dans une espèce de tu vois? De ça donc ça dépend vraiment du personnage dans lequel on va être, de le moment de vie, du partage qu'on a aussi avec les relations précédentes, de l'acceptation, en fait, de là où on en est. Et des centres d'intérêt qu'on avait. Alors, il y a une étude un petit peu plus ancienne, qui a été faite par Koen de Milssener, qui est un sociologue, belge, justement pour voir, le vécu de la ménopause en fonction du profil un peu sociologique et alors là, les 2 extrêmes, c'était celle qui passait pas bien, c'était souvent la mère au foyer qui était vraiment concentrée juste sur son La activité maternité. domestique, voilà, qui sur la maternité, hein, parce que la ménopause, d'un point de vue psychanalytique, hein, c'est quand même la perte de la fertilité, c'est ça qui change. La Ne perd maîtresse. pas sa féminité, bien au contraire. Donc là, ces femmes-là, elles avaient vraiment des difficultés parce qu'elles étaient pas investies dans le monde et inversement, une femme qui avait des satisfactions professionnelles, qui avait déjà des activités, que sais-je, associatives et cetera, elle passait infiniment mieux sa ménopause. C'était les 2 extrêmes. Voilà. Ouais, ouais. Oui, tu as raison. De toute façon, varier les sphères d'intérêt et tout, c'est important. Est-ce que tu as des petits conseils clés sur des petites habitudes alimentaires, physiques? Tu as déjà donné pas mal de pistes, mais si tu en as, Oui. allez, 3 ou 4 à retenir où OK. tu dirais: Alors, bah, écoute, «Ça, faut pas passer à travers». voilà, donc je vais te donner ma routine, par exemple, hein. Allez, Puisque la alors, routine de vie. tout dépend. Alors, soit on est plutôt du matin, soit plutôt du soir. Alors moi, je suis vraiment du matin. Donc quand même, avoir déjà un rythme de sommeil et de vie qui soit régulier et Ouais. si on est un petit peu proche de la nature, ce rythme, il va changer avec les saisons. Dire là, Mmh. il commence à faire son plus tôt, bah, moi 9h30 je monte me coucher. Voilà. En été, un peu plus tard. Donc se mettre un peu là et avoir donc un lever relativement régulier et le matin, il faut mettre la mécanique en route. De Mmh. manière routinière, hein, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychique et respiratoire. Alors moi, je fais, allez, 20 minutes, une demi heure de tai chi tous les matins. Et là, Mmh. on a quelque chose qui à la fois va réveiller le corps, musculairement, Mmh. mais il s'agit pas juste de faire des pompes ou des exercices. C'est pas ça qu'on va faire en tai Mmh. chi.
c'est vraiment de se mettre, en harmonie avec sa respiration et c'est vraiment une ouverture sur le monde. Si on peut le faire en plus, voilà, face Mmh. à une baie vitrée, tout ça, on ça, c'est vraiment déjà une chose qui est importante, Mmh. qui est Et le importante. matin, tu as raison, d'ailleurs, il y a plein d'études, là, j'ai lu récemment, c'est hyper amusant. Il faut vraiment soigner l'heure après le réveil. Ah Parce oui, que si on ne soigne pas l'heure après le réveil et qu'on commence à être tout de suite sur ses mails ou dans le stress, qu'on veut gagner 1 heure de sommeil, on va moins bien dormir parce que le corps va enregistrer que le réveil, c'est atroce. tout à fait, tout à fait, tout à Et fait. et donc ils disent vraiment tous les même sur le café, de prendre le café pas plus d'1 heure après le réveil, puisqu'on est à un pic de cortisol pour se réveiller, d'aller dans le sens de l'organisme. Moi, je suis très Oui. c'est énorme. Voilà, donc être à l'écoute vraiment effectivement de son corps. Alors, c'est vrai que la routine le du matin est bien. Alors jusqu'à présent, j'ai essayé de prendre mon petit déjeuner tranquille peinard, j'ai pas envie qu'on m'emmerde. Je l'ai Mais tu as raison. mon mari se lève plus tôt maintenant. Parler du tranquille peinard, il faut le mettre en Et avant. ça m'enquiquine, je pense que je vais mettre attends, j'arrive à décaler, je termine mon petit déjeuner, hop, je pars faire mon tai chi quand il arrive, c'est pas mal. Non mais si on est comme ça, voilà, en se disant le Trop matin heureuse, ils m'ont gâché. je peux être tranquille, bah, tant pis, il faut se lever un peu plus tôt. Donc c'est la première chose. L'autre chose au point de vue, alimentaire, alors c'est des conseils vraiment, je dirais, classiques, hein, Mmh. si dans la mesure du possible manger bio, mais si on mange des chips bio, c'est pas bon non plus, hein, c'est pas Ouais. ça la question, mais Non, mais là, les et études, non financées par des lobbies sont intéressantes sur le bio, vraiment. donc là, vraiment manger un minimum de non transformés, Mmh. voilà, comme je te disais, à midi, j'ai Anti-inflammatoires. mangé les Cool-Mel que j'ai ramassés ce matin, en plus, Oui, j'ai vu. très bon. Voilà, les patates du jardin, voilà, qui est juste là, Mais avec les tu vois, tomates. tu rebondis sur quelque chose d'hyper intéressant aussi qui est prouvé. C'est qu'en fait, si on mange de manière orthorexique, comme il y a beaucoup de femmes, moi je vois des femmes maintenant, elles se font livrer leurs courses sur internet. C'est que, le je sais pas quoi avec la graine de chia, le lait de coco, machin. En fait, on perd le plaisir aussi. Par moment, il vaut mieux juste aller sur le marché, reprendre contact avec la nourriture, Exactement, cuisiner, en faire un acte social ou festif en recevant des amis. On va être mieux, et manger en pleine conscience que de vouloir faire trop orthorexique, quoi. exactement et puis, si en été, une fois tu veux te Mmh. jeter sur un maxi Magnum et ben, tu te jettes sur un maxi Oui. Magnum, hein, si tu aimes ça. Non, mais il faut vraiment, Sans culpabiliser, sans culpabiliser. sans Mmh mh. culpabiliser. Mais disons, la règle de vie, Mmh. bon, est quand même de manger le plus naturel possible, Bien sûr. faire quand même très attention au sucre rapide. Ça, c'est Oui, comme un vrai de vrai poivron, que ce soit au point de vue, et inflammatoire et c'est aussi le pour le matin. poids et par rapport à la résistance à l'insuline. Alors ça, c'est vraiment une règle de vie de manière générale Mmh. et la petite chose à laquelle il faut quand même penser quand on est en ménopause et quand on avance en âge surtout, c'est la question des la Voilà. question des protéines, elle est quand même là, on l'a beaucoup occultée. C'est vrai qu'il faut pas manger de la viande à tour de bras, je suis complètement d'accord. Oui. C'est vrai qu'il y a des protéines dans, les légumineuses et Mmh. cetera. Mais, apporter alors bon, j'ai des poules, donc le matin, je me lève à la coque, Mais alors ça c'est pas les œufs, on les réhabilite énormément, hein, c'est ah, il y a les œufs, alors les produits laitiers, c'est un peu à double tranchant parce qu'on a aussi des facteurs peut-être un peu inflammatoires. Mais bon, un produit laitier, de temps à autre, on a aussi une nécessité d'apport de calcium. En Mmh. fait, ce qu'on a surtout, heu, je parlais avec, c'était des esthéticiennes, Mmh. qui étaient, récemment, elles disaient: «Ah, on a dit que si on prend pas de compléments alimentaires, on peut absolument pas avoir une vie saine». Non, je veux dire. Ah Mmh. oui, c'était vraiment ça. On leur avait mis dans le crâne qu'avec l'alimentation d'aujourd'hui, c'est impossible de manger correctement sans complément alimentaire. Tu es d'accord avec Mmh. moi? Il y a un complément alimentaire qui est indispensable, c'est Vitamine D. la vitamine D. Là, Alors on bon, peut j'ai le magnésium pour la plupart des femmes, c'est quand même alors, un game tout changer. à fait. Il y a, je veux dire, le Mmh. magnésium, l'iode, c'est important Mmh. aussi. Avec une alimentation éventuellement parfaite, idéale, Mmh. on pourrait y arriver. Mais ça n'empêche qu'effectivement, on est tous carencés en iode, on est carencés en magnésium, mais on pourrait, pour Mmh. certaines Vivre. circonstances, avoir Mmh. ce qu'il faut, je dirais, dans l'alimentation. Mais là, on ne peut pas, c'est la vitamine D. Ça, Mmh. Mmh. voilà, on n'en est plus à l'huile de foie de morue. Manger du foie de morue, c'est pas mauvais, mais enfin, tous les jours, c'est un peu trop. Donc, c'est le seul complément alimentaire. Mais avoir, je dirais, du bon sens dans son Oui. alimentation et être varié. Il faut Mmh. varier. Et se faire plaisir parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des vagues d'orthorexie, on le voit, hein, au niveau des ados et tout et les on a l'impression qu'on va tout comptabiliser, mais c'est pas Mmh. ça, l'aliment. Il faut aussi se faire plaisir dans les textures, les cuissons variées. C'est parfois plus dommageable de trop, ruminer à propos d'un aliment que de le manger en se faisant plaisir de temps en temps, même si on connaît les Et être très, très vigilant parce que l'orthorexie aujourd'hui, c'est une entrée dans l'anorexie, hein, chez les ados, tout à fait. Ouais, très, ouais. très Non, mais et puis même, c'est pour moi, c'est surtout une perte de connexion au corps.
C'est-à-dire qu'on est vraiment Oui, que dans le oui. mental et on n'arrive plus à même écouter les symptômes et les signes. Voilà, donc et se faire plaisir et donc on était toujours dans les relations sociales. Alors dans les tips, donc j'ai dit: «Bon, l'activité physique quand même tous les jours, c'est possible». Alors bon, le tai chi, c'est le minimum, si on peut en faire plus, c'est mieux. Mmh. Donc dans l'alimentation, quand même avoir une alimentation, basée sur le bon sens. Tout le Ouais. monde connaît un petit peu, les tips par rapport à ça et puis Méditerranéen, c'est la grande alimentation qui revient partout aussi, et oui, finalement, c'est plein de bon sens, hein. C'est des légumineuses, des poissons, des végétaux, des fruits et puis on voit que dans tous les plats traditionnels, typiques de mmh, l'adobe et tout, finalement, la proportion de viande, elle est assez limitée. oui, Mais il n'empêche que attention parce qu'il y a eu beaucoup de documentaires. Moi, j'ai beaucoup de filles jeunes qui pensent que le végan, c'est tout bon. On voit des communications complètement biaisées qui disent baisse de X % des cancers. Il y a eu des résurgences de cas de sarcopénie et des études montrent que les véganes et vraiment véganes stricts, il y a plus de sarcopénie, il y a plus de, comment dire? De dégénérescence aussi, neurodégénérative parce que finalement la mmh, protéine, c'est les gaines de myéline. Donc moi, j'alerte beaucoup là-dessus, tu vois? La créatine dont on parle peut être mmh très mh, intéressant, tout à pour fait complémenter quand on est et végan. osseux parce qu'on pense toujours pour l'ostéoporose, on pense calcium, mais c'est du calcium l'os, mais c'est une trame Mmh. protéique. Mmh. L'os et donc là aussi, un régime trop pauvre en protéines eh bien, ça va attaquer, la trame osseuse. Donc on a un facteur de risque d'ostéoporose, hein. Donc effectivement, manger, je te donne des exemples du jour, on est passé à la petite charcuterie bio là, à Mmh. Sainte-Marie-aux-Mines, on Mmh. prend une tranche de pâté en croûte, mais pour 2, Mmh. des petites quantités. Mmh. C'est vrai que quand on fait des massées de poulet pour 2, on prend une escalope de poulet, mais ça Mmh. suffit. Ah ouais, tout à Des fait. petites quantités et pas trop souvent sûrement pas 2 fois par jour, mais 2-3 fois par semaine. C'est quand même l'apport protéique, il est essentiellement apporté quand même Voilà. par la pour le Et veuille puis ou vraiment en prenant de l'âge, l'apport protéique, il est important et les protéines animales, notamment au moins l'œuf, qui en plus a des oméga-3 acides aminés, il a pas de remplaçant équivalent végétal et ça, c'est exactement. important. Nous, on était engagés, je comprends très bien, hein, la souffrance animale et tout, mais là, vraiment, c'est important et on le voit et d'ailleurs, il y a beaucoup d'études, là, en ce moment, sur un des facteurs du mieux vieillir qui est au centre de tout, c'est la perte musculaire, c'est-à-dire de garder une bonne musculation et on peut Bah, pas ça, faire la sarcopénie, c'est physiologique, hein. Avec l'âge, qu'on le veuille ou non, on va perdre du muscle et c'est aussi mmh, pour ça que les femmes vont prendre du poids, enfin qu'on va tous prendre du poids, les hommes aussi, hein, à partir de 40-45 ans. Comme le muscle brûle, plus de 80 de nos calories, y compris quand on mmh, dort, même en mangeant pareil, en bougeant pareil, à partir de 40 ans, on va prendre du poids. mmh. C'est inévitable et en Mais plus, on a carrément, mais il y a pas que ça, c'est que la protéine nourrit le muscle, mais va protéger le cerveau, ça va protéger en l'os. protégeant le muscle, bah, ça protège aussi l'articulation et les fascias. Mmh. Il y a vraiment un espèce de cercle vertueux. Les myokines des muscles ont des effets absolument dingues sur Tout à fait, beaucoup de tout à fait et la choses. sarcopénie, alors beaucoup plus âgée, quand il y a plus de muscles, les personnes âgées tombent et voilà. Ouais. Donc non, non, c'est vraiment c'est effectivement important. Puis pour les relations sociales, je crois qu'il faut se faire plaisir et peut-être pas être alors peut-être un peu personnel parce que je suis quand même, comme on disait en médecine, je suis une grosse polarde moi, ne pas avoir peur du travail. C'est-à-dire qu'avec le temps, avec l'âge, on peut nous proposer des projets, ce genre de choses et Mmh. puis quand on commence à dire non parce qu'on a peur, faut pas avoir peur parce on est quand même des femmes formidables. Je veux dire, on a une Mmh. expérience Mmh. extraordinaire, Mmh. on sait faire beaucoup de choses. Il faut pas avoir peur, d'une nouvelle proposition et de faire des nouvelles choses parce que Mmh. ça, pour rester Audace, oser. unique, oui, hein, Ouais. donc ça, c'est vraiment se dire que, notre cerveau est encore capable de faire des nouvelles choses. Mmh mh. Heu même si ça nous semblait, compliqué, difficile, oser il faut pas se dire: «Je vais mettre le défi de voilà, je vais faire le prochain Mmh. trail». C'est pas Mmh. ça, c'est se dire: «Voilà, j'ai une opportunité qui se présente, il faut que j'ose la saisir». Et tu as Et raison les parce que ressources. c'est logique, on a des âges comme si on devait se construire au début presque avec une pression, oppressante et puis après c'est comme si à un âge on pouvait plus se réinventer. Et je pense qu'on peut se réinventer à chaque âge. On peut se réinventer, il faut pas se laisser aller parce que la tentation, elle est là. La Mmh. tentation, elle se dire, «Oh non, 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 ça je vais pas y arriver, c'est un peu compliqué, peut-être Mmh. pas», Oui, je vois voilà. très bien. Mmh. Ouais et donc je pense qu'il faut vraiment se dire: «On est des femmes formidables». Et finalement, l'après-ménopause, pour finir sur une touche positive aussi, ça se vit dans la plupart des cas. Des femmes peuvent avoir des symptômes encore dans les 5 ans qui suivent cet arrêt des règles, mais généralement ça se passe très bien pour elles après. Oui, alors la ménopause, il y a pas d'après-ménopause, l'après-ménopause, c'est le cimetière, hein. On est ménopausé entre
Au début de Non, mais je parlais de l'après, oui, juste après après le après cette année sans règles ouais, comme quoi les méno termes, on les trouve pas, hein. oui, Comment on en peut fait, la l'appeler? Après le ménopause moment l'entrée dans la ménopause, on va dire. voilà, donc après l'entrée dans la ménopause, donc toute la ménopause, hein, puisque ça dure jusqu'à la Ouais. fin de Un nos tiers jours, de hein. notre vie, hein, donc 1/3 aujourd'hui. de notre vie, Ouais, hein, et c'est 15 millions de femmes en France, hein, on donc n'est pas voilà. périmés, hein, un tiers de notre vie, hein. C'est Non, vraiment non, 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 la date de péremption, est très loin. Donc, cette période-là, alors c'est vrai, celle qui peut être difficile, c'est les 5 premières années, c'est là où il y a le plus de symptômes. En particulier, ces fichues bouffées de chaleur, ça c'est un vrai handicap, hein, essorer sa chemise de nuit, 10 fois la nuit, c'est infernal, hein. c'est la 45-50, c'est la phase un peu dure. Alors non, c'est surtout, en entre 45 et 50, ça va être des périodes. Il peut y avoir des bouffées de Mmh. chaleur. Ensuite, il y aura des périodes non, mais les 2-3 premières années, à partir du moment où il y en a plus ces règles, voire les 5 premières années, ça peut être un handicap énorme. Ça, Ah oui. c'est ah oui, c'est vraiment là que c'est important. Les bouffées de chaleur, c'est vraiment les 5 premières années, de ménopause. Mmh et ça peut être, vraiment un handicap énorme et à ce moment-là, on peut chercher, en traitement complémentaire et cetera, surtout celles qui peuvent pas prendre de traitement hormonal. Ouais. Mais très honnêtement, ce qui va complètement changer la vie des femmes, ça va être le traitement hormonal. Des bouffées Mmh. de chaleur vraiment, cognées, vraiment toutes les nuits et surtout sous forme de Ouais, surdosis non, nocturne, c'est n'importe quoi. invivable. Moi, j'ai C'est vu des femmes qui devaient carrément se changer, hein, dans les témoignages qui arrivaient. ah! Bah, Complète, moi, ouais, tout à boucher fait. sa Moi, j'ai chemise. testé début de ménopause, je me suis couchée à 22 heures, levée à 7 heures. 10 fois, je me suis essuyée avec une serviette éponge, hein. Ouais. Donc là, le traitement hormonal change la Comment donne. on se sent? Mmh. Pour la qualité de vie et aussi donc du coup pour le sommeil, pour, Mmh. le poids, pour l'humeur, Mmh. si on n'a pas de contre-indication, Mmh. c'est vraiment Mmh. une très bonne chose. Le problème après, au bout d'un certain temps, alors ça peut durer au bout de 7 ans, la moitié des femmes ont encore des bouffées de chaleur, hein, c'est pas pour ça. Après? Ah oui? Oh, Ah oui. ah non, non, c'est pas un truc qui disparaît comme ça. Mais au bout d'un certain temps, certaines vont s'y faire, ou il y en aura quand même Mmh. de moins en moins, ce sera moins intense. Ce Mmh. qui par contre va continuer à évoluer, c'est le problème du syndrome génito-urinaire de la ménopause, le Mmh. fameux SUV. Et Mmh. ça, c'est une vraie vacherie parce Mmh. que, sans œstrogène, la muqueuse vaginale et la muqueuse vulvaire vont être plus sensibles, vont être plus Mmh. fragiles, va y avoir de la sécheresse et là, il y Mmh. a quand même des conséquences, que ce soit en termes urinaires, de continence ou Mmh. d'infection urinaire à répétition Mmh. ou en termes de sécheresse vaginale et de sexualité. Et ça, c'est un vrai souci. Alors, Mmh. on peut apporter des œstrogènes par voie locale. Mmh. Si on veut pas les prendre par voie générale, si on a peu de bouffées de chaleur, c'est possible. Mais là, il faut faire attention et là, tous les jours, je vois des femmes moi, je leur pose la question à toutes les Oui, il patientes qui faut. sont Mmh. Mmh. par rapport à la sécheresse vaginale, Mmh. elles ont toutes au minimum, quand elles sont pas traitées, au moment des rapports, un problème de sécheresse vaginale. Ah oui. Et quand moi je les examine, la muqueuse, elle est beaucoup plus fine, elle est plus Mmh. blanche, elle est Mmh. plus sensible. Il faut vraiment oser proposer un traitement local à ce moment-là. Mmh. Quand il y a une contre-indication absolue aux œstrogènes, on peut utiliser des choses à base d'acide hyaluronique ou Mmh. Mmh. des gels hydratants, donc hydrophiles, hein, Mmh. mais dans la mesure du possible, il faut apporter à la muqueuse vaginale ce qui lui manque, Mmh. c'est-à-dire Et puis pareil, hein, oui, pardon. oui et les douleurs articulaires. Ça, c'est un autre problème. Il y Ouais. a certaines femmes, alors il faut pas confondre, et parfois on pense que toutes les douleurs articulaires, viennent du manque d'œstrogène. Il y a quand même de l'arthrose, hein, Mmh. Mmh. l'articulation vieillit, mais des femmes qui, à partir du moment où elles ont plus d'œstrogène, qu'elles sont ménopausées, elles ont un dérouillage tous les matins, elles ont mal partout, on leur donne un traitement, la vie est belle, hein, c'est fini ça. Ouais. Mmh. Ça, on oublie souvent ce symptôme-là, Ouais, mais oui, oui, complètement et qui peut être très handicapant parce que ça handicape la mobilité et cetera donc c'est aussi voilà, ça peut être tout à fait mmh. handicapant et puis il y a tous les questions autour de l'inflammation. Mmh. Ça aussi, Et puis moi, je dis souvent, à chaque fois, ça me heurte quand j'ai des femmes jeunes. Il y a beaucoup de femmes qui sont ménopausées, donc insuffisance ovarienne mmh prématurée, mh. donc avant 45 ans, parfois même avant 40. Et là, on ne se pose pas la question. Elles me disent toutes: «Non, je veux surtout pas prendre des hormones parce qu'il y a un tel» je dis: «Au contraire, dans ces cas-là, c'est vraiment le cas où cette insuffisance prématurée nécessite de prendre des hormones pour la durée de Bah, c'est l'ovulation». très, très, très important comme Mmh. message, hein, parce que Mmh. ne pas le faire, c'est une vraie perte de chance pour sa Ah oui. santé en général, pas seulement pour la qualité de vie, mais pour la santé. Bon, l'exemple que je donne, je dis: «Vous savez, pas prendre d'œstrogène quand on est en insuffisance ovarienne prématurée, c'est comme si on donnait pas d'insuline à un diabétique, c'est la même chose. Ouais. Le Non, mais pancréas fait plus d'insuline et ben, il faut en donner pour que le corps continue à vivre. Les ovaires font plus d'œstrogène alors qu'ils sont supposés être encore au boulot et le faire, il faut apporter cet oestrogène. C'est aussi simple que ça mmh. et en Ouais, plus, toutes totalement. les Oui, études c'est clair. aucune étude n'a montré de risque particulier quand c'est Mmh. pris avant la ménopause, aucune. Même Tout les à études américaines à l'époque, hein. fait Oui, et ça, aujourd'hui
c'est super que, je veux dire, des gens comme toi passent ce message aux femmes, hein. Oui, Très mais il y a tellement de confusion là-dessus et puis tu sais que nous, on a tendance dans comme on fait des produits naturels, à penser que c'est soit le naturel, soit le allopathique. Or, mmh moi, je crois vraiment qu'il y a une voie, comme tu l'exposes très bien, où en fait, on a une très bonne médecine allopathique en France. On a une réglementation qui se renforce un peu mh. certaines choses et en fait, il faut essayer de tester dans des labos sérieux et de jongler entre les 2, d'apprendre ce qui se passe. Mais l'un n'est pas antinomique de l'autre. Non, et moi je parle toujours de thérapie et de médecine complémentaire. Il y a pas de médecine alternative, hein, ça il faut absolument le Exactement, préciser parce que exactement. l'alternatif, ça a fait Ils des ont changé le catastrophes. terme d'ailleurs. Maintenant, c'est médecine Et intégrative, ils parlent. alors médecine intégrative, c'est encore un autre, la médecine intégrative, elle intègre le meilleur de la médecine allopathique, Ouais, hein, et le meilleur des médecines complémentaires. oui, tout Là, à fait. on est dans la médecine intégrative et si tu rajoutes le care, c'est-à-dire le prendre soin de soi, et ben, l'intersection des 3, on est dans la santé intégrative et c'est par ça qu'il faut vers la Ouais. santé intégrative parce que la personne est partie prenante et proactive dans sa santé, autant que le médecin, que, Mmh celui qui lui donnera des mh. thérapies complètes. Bah, ça, on y croit beaucoup. À chaque fois, on dit quand on voit la sous-information des femmes sur les symptômes hormonaux, une femme avertie en vaut 2 et c'est Tout à très fait. important. Surtout qu'il y a du retard sur la santé de la femme, même au niveau cardiovasculaire, on le voit, il y a d'excellentes professeur Mounier, mais voilà, une femme qui rentre à l'hôpital en France aujourd'hui a 10 fois plus de chances de mourir d'un infarctus qu'un homme s'il fait un infarctus parce qu'on n'évalue pas les mêmes choses. Donc soyez Oui, avertis. et tout à fait et qu'on la prend pas au sérieux, oui, Oui. absolument. Ah oui, bah, il y a pas et puis il y a même pas les mêmes critères au niveau de l'AVC aussi, de l'évaluation. On n'a pas les mêmes, artères qui ont tendance à se boucher, ça se fait pas de la même manière donc Mmh, on ça va se développer beaucoup. Je suis très optimiste sur le fait mmh. que la santé des femmes va être vue de manière plus spécifique, mais il y a des différences. Il y a une médecine encore très androcentrée, donc les femmes ont particulièrement intérêt à se concentrer, surtout que les femmes, moi je le vois, maman de 3 enfants, on a tendance à se concentrer sur moi je passe ma vie chez le médecin, mais pas pour moi. Ah oui, c'est ça. On On est est content d'avoir le médecin à la maison avec les 5, hein. voilà. Ouais, c'est ça, j'imagine bien. Bon, bah, Mmh. écoute, je pense qu'on a dit beaucoup de choses sur ce passage, symbolique qui paraît beaucoup plus positif aussi. Je pense qu'il y a de la même manière, moi, que je vois des femmes entrer dans les règles, des jeunes filles, aujourd'hui, elles font des fêtes, elles s'offrent des packs, de culottes de enfin, ça alors que nous, c'était très honteux Mmh. encore. À la base, on osait à peine le dire, on se cachait. J'ai un bon espoir que la ménopause, ça va être un peu pareil, qu'on ouvre tout ça et qu'il y ait une ère plus, voilà, une transition plus positive, plus Surtout rassurer celles qui sont pas encore ménopausées parce que celles qui le sont, ouais. globalement, vraiment, elles sont beaucoup plus sereines parce qu'elles se rendent compte que c'est une période d'équilibre où on peut rebondir et donc une magnifique opportunité. Mais Vraiment. regarde l'étude sur la Fondation des femmes, moi j'étais choquée. Alors entre femmes, je pense qu'on parle plus, mais tu avais juste 70 des femmes qui avaient pas parlé de la ménopause à leur conjoint. Et moi, quand je fais des micro-trottoirs, il y a un couple, un homme, une femme, bon, dans l'âge d'être ménopausée, tu vois, 50 ans, Mmh. 60 ans, quand tu «Est-ce que vous êtes ménopausée?» La femme dit: «Oui», le homme dit: «Ah bon?» C'est dingue. Ouais, Ah oui, donc oui. même et Oui, oui. Oui, je il reste effectivement alors aujourd'hui, là, depuis 2-3 ans, ça se libère, hein. On parle oui, de ça pause fait du tous bien, les 3 mais c'est mois, important, mais ça commence il y a maintenant. 5-10 ans, c'était pas ça du tout, du tout. Ah Et ouais, c'est ouais. vrai que moi, j'ai souvenir j'étais pas encore tout à fait pas ménopausée, je pense pas et je vais voir mon copain, un médecin homéopathe pour une bricole ou que sais-je. Ouais, Il demande si je suis ménopausée, mais j'ai failli lui balancer 2 tartes. Je dis: «Mais c'est quoi cette question?» J'ai pris ça très, 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 très mal. voilà. Bah, voilà, donc il y Donc a quand même encore à faire et plus on va en parler, de toute façon ça commence tout comme à ça, fait. hein, plus on Oui, va en bien sûr. parler et plus, les réflexes de se renseigner vont s'instaurer, le contenu autour de ça, les femmes vont avoir plus d'outils donc c'est quand même super Oui, positif, je pense, prise de mais conscience. c'est absolument. Est-ce que tu as un petit mantra en général? Parce qu'on voit que tu as un équilibre, tu es très rayonnante, très positive, en général à donner aux femmes, dans la vie ou quelque chose auquel tu penses, qui t'a marqué ou un livre, peu importe, qui te servirait de guide? Moi, je dirais, parce que je suis dans un lieu aussi extraordinaire là maintenant, vraiment retrouver sa propre nature et la retrouver dans la nature. Ça Ouais. nous apporte un bien extraordinaire et ça, je crois qu'il faut vraiment pouvoir, même quand on habite dans une grande ville, retrouver cette connexion à notre terre, à la nature. Mmh. Elle nous offre des bienfaits, mais extraordinaires. Mmh. Non, mais et puis en plus, c'est ce côté de simplicité avec l'âge, quand à un moment, on a l'impression qu'il faut toujours plus et en fait, quand on revient à la nature, on se dépouille quelque part Toujours et moins.
de ce Et côté-là. vraiment Oui, c'est vrai, et ça fait beaucoup de bien à l'esprit et à tout tout à fait, tout un à fait. process même. Et ben, merci beaucoup Odile pour tous Bah, ces écoute, partages. Je pense que voilà, mer on va faire des merci plein de Caroline, jolies c'était choses. un vrai plaisir de partager, vraiment. Bah, écoute, j'espère qu'on sera réamenés à communiquer, puis je vous conseille tout, le livre d'Odile qui est vraiment, chouette sur le ménopause, je traverse la tempête, mais après la tempête, le beau temps, le soleil, comme tu dis. Exactement. Ce n'est pas le radeau de la Méduse, pas du tout, bien au contraire. Donc voilà, non, j'étais ravie de partager ce moment avec toi et puis voilà, si on a des questions, on n'hésitera pas à te transférer, à reporter et on t'enverra tout. Avec plaisir et j'y répondrai avec grand plaisir. Un immense merci Ouais. Odile. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu ou si vous pensez que ça peut aider une femme, n'hésitez pas à partager, liker, commenter ou à vous abonner pour suivre cette chaîne. Et enfin, vous pouvez aussi découvrir la marque Mimi Eker sur tous les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Pinterest. N'hésitez pas à partager autour de vous, ça peut aider.